Ouais. J'ai vachement profité aussi d'une explosion de la production de long métrage en France, pile poil au moment où moi, j'arrivais à un niveau d'artisanat suffisant pour prétendre à monter du long. Parce que si tu te remets dans le contexte des années 90, l'animation, c'était des VHS des Disney et les mangas qu'on voyait à la télé. Donc le minimum qu'on doit aux spectateurs, c'est d'être humble, nous, dans notre démarche d'artiste ou d'artisan, quoi. Moi, je pense que c'est beaucoup d'artisanat quand même. À chaque fois, prendre le truc au sérieux, quel que soit le film dans lequel tu t'engages. Et du coup, le problème que moi j'ai avec l'IA, c'est que je pense que ce qui va partir en premier, c'est tous ces jobs d'assistanat, tu vois. D'accord. Et ça, c'est relou parce que du coup, comment on fait pour former les monteurs du futur, tu vois? Parce que tu peux pas passer directement de la case 0 à la case 10. De la case école à la case, tu vois, il y a un process à l'intérieur. Tout est centralisé au montage. C'est le réceptacle de plein de choses. En fait. C'est quand même là que la prod vient voir le film, machin. Donc, tu as une dimension purement créative et artisanale, mais tu as aussi une dimension un tout petit peu politique qu'il faut savoir appréhender, et autant le savoir très jeune. Ça, c'est un bon conseil. Bonjour à tous et bienvenue sur The Anima Show. Mon invité aujourd'hui, Benjamin Massoubre, est expert dans le montage de films d'animation. Ensemble, on va voir en quoi c'est crucial d'avoir un super monteur pour un film d'animation, car il est le réceptacle de beaucoup d'éléments, notamment du scénario, de l'animatique et de la réalisation. Et au cours de cette conversation, il nous livre tous les petits secrets qui font qu'un montage procure de l'émotion dans un film. Benjamin revient sur ses expériences uniques pour des chefs-d'œuvre comme J'ai perdu mon corps, Le sommet des dieux, ou encore Le petit Nicolas, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, où il a pris carrément la casquette de co-réalisateur. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci infiniment et bonne écoute à vous. Benjamin, bienvenue sur The Anima Show. Merci de me recevoir surtout, quoi. Finalement, dans un film d'animation, qui fait le film, le réalisateur ou le monteur? Évidemment, c'est le réalisateur. Le monteur est l'un des intervenants d'une longue chaîne de production et s'intègre dans une chaîne de production qui est décidée par le réalisateur. Non, le monteur est complètement au service de la réal et au service de la vision du film. On est là pour apporter une expertise en termes de rythme, en termes de narration. Surtout, on en parlera peut-être plus à fond après, mais en termes de création d'empathie aussi, qui est très importante. Ouais, j'imagine. Parce que souvent, on pense que raconter une histoire, c'est développer sur 3 actes et avoir des ruptures de rythme. Mais je pense que ça passe aussi beaucoup par l'empathie qu'on peut créer pour les personnages. Donc, c'est tout ce travail-là, mais ça se fait systématiquement, de toute façon. En dialogue avec le réalisateur. Et puis, une des choses qui, moi, m'excite le plus avec mon métier, c'est de comprendre les désirs du réalisateur ou de la réalisatrice et de rentrer dans son film. C'est ça que je trouve le plus drôle, moi, en fait. Parce que si j'allais d'un film à l'autre en imposant ma patte, ça n'a aucun intérêt. J'arrive avec un artisanat que je développe au fur et à mesure des années, mais le plus important pour moi, c'est d'arriver à comprendre le film qu'on me demande de faire et à l'exécuter, quoi. Et des films, t'en as fait un paquet en montage. Ouais, j'étais hyper chanceux. Ouais, t'as fait le grand J'ai perdu mon corps, qui était produit par Xilam, Marc Dupontavis, qu'on a reçu d'ailleurs sur The Anima Show. De mon pote Jérémy Clapin. De Jérémy Clapin, tout à fait. Calamity, t'avais fait aussi Le sommet des dieux. Ouais. Enfin, ça, je l'ai commenté avec Camille Lévy-Steri. Hein. Ouais, vous étiez on l'a fait à 4 mains et Camille a fait une grosse partie du travail. Et t'es même allé jusqu'à la réalisation, la co-réalisation avec Le petit Nicolas, où t'étais en co-réalisation avec Amandine Fredon. Il y a une expérience hyper importante, en l'espace d'en concentrer de quoi, 5-6 ans comme ça? Ouais, je suis nul en date, hein. Si t'as fait des recherches, tu sais mieux que moi. Non, et moi j'ai été hyper chanceux, en fait. Enfin, il y a du travail derrière, évidemment, hein, comme dans toute aventure. Mais j'ai été hyper chanceux parce que, en fait, au moment où moi j'en avais un peu marre, je tournais un peu en rond parce que je montais beaucoup de séries avant de passer au long. Au moment où je suis passé au long métrage, en fait, ça a coïncidé avec un moment où l'industrie française a commencé à vraiment décoller et où on est passé de quasiment presque un film tous les 3 ans ou un film par an à entre 5 et 7 films par an. Donc, j'ai vachement profité aussi d'une explosion de la production de long métrage en France, pile poil au moment où moi, j'arrivais à un niveau d'artisanat suffisant pour prétendre à monter du long. D'accord. Et aussi un truc qui a joué pour moi au début, qui n'était pas du tout créatif ou quoi que ce soit, c'est que souvent, en long métrage, les gens ont besoin de monteurs de façon très temporaire. Parce que moi, je fais quasiment que de l'indé. Je bosse pas pour des gros studios. Enfin, j'ai très peu bossé pour des gros studios comme, je sais pas, Fortiche, par exemple, qui sont super, ou Illumination. T'as quand même fait un épisode de Arcane, t'as monté. Oui, mais c'est très rapidement. C'est vraiment au tout début. Je peux pas prétendre avoir monté Arcane. Ça serait exagéré. Non, mais moi, je bosse beaucoup pour des petites prods indé, enfin des petites prods, grosses prods indé. Et du coup, souvent, le temps de travail est étalé sur 2 ans, mais très ponctuel.
Et donc, du coup, au début, on n'était pas nombreux à accepter, en fait, ce truc un peu sans filet où il y avait du boulot pendant 2 semaines et puis plus après. Et puis, en fait, le fait que moi, je suis capable d'accepter ça, ça a un peu fait boule de neige. Tout le monde a commencé à le faire comme ça. Et en le faisant et en étant comme ça, capable de m'adapter aux désirs des productions, j'ai fini par acquérir de l'expérience et puis par me retrouver à bosser avec des cinéastes qui sont géniaux, quoi. Ouais, t'étais ouvert aux opportunités, en fait. Voilà, Tout est là, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et puis voilà, avec une culture qui allait, avec un savoir-faire que j'avais déjà de la série, en tout cas sur tout ce qui était timing d'anime, connaissance des pipes, etc., qui m'a beaucoup servi par la suite. Ouais. Et question qui me vient, mais qui est assez importante finalement, parce que je parle à un professionnel du montage qui, plus est passé par des superbes œuvres. Qu'est-ce qui t'a amené au montage et qu'est-ce qui t'a amené vers le montage de films d'animation ou de séries d'animation? Alors, c'est un peu absurde. Enfin, c'est pas absurde, hein. Il faut savoir que je suis un des rares mecs qui bosse dans l'anime qui ne dessine pas du tout, quoi. Mais alors, pas du tout, je suis vraiment une quiche, c'est incroyable. On va te tester, on va amener un stylo. Le truc le plus humilié. non, mais puis en plus, c'est pas mon truc. Moi, ce que j'apporte, c'est plutôt un désir de cinoche, un truc narratif. En fait, il se trouve, pour faire la petite histoire courte, moi j'ai grandi en Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand, dans un village. Et du coup, j'ai fait très vite une option cinéma au lycée. Ouais. Et j'ai fréquenté beaucoup le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Ah, ben oui, tout à fait. Qui a été hyper fondateur dans ma formation à moi. D'accord. Parce que si tu te remets dans le contexte des années 90, l'animation, voilà, c'était des VHS des Disney, ils en ressortaient un tous les 10 ans, ils en produisaient même plus, avant qu'ils commencent à refaire le Roi Lion. C'était vraiment, l'animation, ça se limitait quasiment à ça, l'expertise que j'en avais, et les mangas qu'on voyait à la télé. Et du coup, en arrivant au festival du court-métrage à 15-16 ans, d'un seul coup, j'ai vu un territoire d'expérimentation complètement dingue. Une floraison de cours en animation et dans tout. Les thématiques, dans les techniques que ça abordait. Et puis il y en avait pour tous les goûts, parce que tu avais d'un côté l'Ardux qui fait des pixies complètement perchés, tu avais des gens qui faisaient de l'anime aquarelle magnifique, tu avais les premiers Hardman qui arrivaient, les premiers Wallace et Gromit, trop etc. Bien. Puis une passion pour Terry Gilliam à l'époque et tout ce qui était les papiers découpés des Monty Python et tout, plein de trucs qui m'ont vraiment fasciné. Et même en dessinant pas, j'ai commencé avec mes potes à faire des films en stop-mo. Et de toute façon, comme toutes les personnes qui veulent faire du cinoche, l'idée c'était de monter à Paris et trouver un moyen de monter à Paris. Ouais. Et du coup, j'ai fait un BTS audiovisuel à Boulogne sur montage, quoi. D'accord. Le seul qui était ouvert au littéraire comme moi. Ouais. Et du coup, je me suis éclaté. Le montage, ça m'a tout de suite plu à fond. Okay. Qu'est-ce qui te plaisait, le fait de faire y a un truc, le puzzle, un peu le côté puzzle. Et puis il y a un truc où du coup, très vite, tu te rends compte que en faisant 2 choses, tu peux changer complètement une séquence, complètement un film. Un récit. C'est hyper grisant en fait, je trouve. Et c'est là encore plus en anime, on développera après parce que vu qu'on a la main avec les storyboarders sur le fait de refaire des choses. Non, mais ça, c'est un bon point en fait. Qu'est-ce que tu considères être une différence fondamentale entre le live action et l'anime dans le montage? Parce que t'as fait un peu des deux, justement. Beaucoup de. J'ai surtout fait du court en live. Ouais. Mais non, en fait, la finalité est la même. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire. Ouais, voilà, on raconte une histoire sur 1h30. L'idée, c'est de faire en sorte que les spectateurs rentrent dans cette histoire, s'identifient aux personnages, voilà, vivent les émotions. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. Essayer de leur faire vivre les émotions en même temps et les faire rentrer dans une histoire. Donc ça, la finalité est la même. Par contre, la façon dont on le fait est complètement différente. C'est-à-dire qu'un monteur de live, on lui livre une matière et il doit en tirer le meilleur de cette matière. Alors que la manière dont on bosse, avec la plupart des réalisateurs à qui j'aime bien travailler, c'est-à-dire qu'on bosse en équipe avec les gens du storyboard, le réalisateur. Donc on a évidemment le script qui arrive. Ouais. Ce script-là, on commence à aborder les premières séquences, à monter les premières séquences. Mais si d'un seul coup, dans cette séquence-là, on a besoin de réécrire un dial, j'ai mon micro. Je n'ai pas besoin de vérifier la dispo de Brad Pitt pour savoir s'il est dispo pour faire une retake ou un truc qui va coûter bien. Tout à fait. Non, tout de suite, si d'un coup on a l'intuition d'un dial ou un nouveau dialogue, on peut très bien le faire nous-mêmes derrière la table de montage. Pour tester et voir. Si d'un seul coup on se dit, mais attends, il nous manque un gros plan dans telle scène ou un plan large dans telle autre. Et t'as les copains et les copines du storyboard qui sont tellement doués, qui peuvent nous sortir des panels assez rapidement pour pouvoir les réintégrer. Et comme ça, on est dans un truc qui est hyper organique, hyper joyeux, que moi j'adore, parce que c'est vraiment un truc de gamin de 15 ans. T'as vraiment l'impression d'être surtout dans les films indés, tu construis, mais en plus en cercle très restreint, quoi. Après, il y a des films avec des plus grosses équipes de board, mais souvent on est un réal, un monteur et 3-4 storyboarders. Donc on est et là, tu as mentionné la partie storyboard, donc du passage du script au storyboard. Mais de toute façon, et après, il y a aussi du storyboard à l'animatique. Et là, ça devient hyper intéressant. C'est là où tu fais du vrai montage, toi. Ouais, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le travail que je fais moi, je le conçois pas sans l'équipe de storyboard. Ok. Mon travail, pour moi, souvent c'est moi quand tire les bénéfices, parce qu'on des fois on met le montage un peu plus en avant que le storyboard d'ailleurs, ce que je trouve un peu absurde parce que la qualité des storyboarders avec lesquels je bosse, moi, est démentielle. Ils ont un impact sur les films que je trouve on sous-estime beaucoup. Ouais. Ils sont à moitié dans l'acting, ils ont un pied dans l'acting, un pied dans le DOP, un pied dans tout, et il y a vraiment des mecs et des meufs qui font des boulots qui sont sensationnels et qui ont des impacts sur les films qu'on néglige, moi à mon sens, totalement, quoi. Ouais.
Et que du coup, tu vois, pour moi, on est partenaire dans un truc. Donc, tu peux pas isoler le montage. Pour moi, c'est un processus qui englobe le storyboard, le montage, le réal, qui donne l'animatique du film, quoi. Donc en fait, à l'initiative d'un film, souvent il y a cette squad du réalisateur ou la réalisatrice, toi, et puis tu vas avoir le storyboard, et ce triptyque-là fait que vous concevez toute une histoire en fait avant même de passer en anime. C'est comme faire un canevas, tu vois. Donc on fait tout le storyboard avec plus ou moins suivant les budgets ou suivant la rapidité avec laquelle les gens bossent, les dessins sont plus ou moins clean, les intentions sont plus ou moins posées en termes d'acting, mais les cadres sont systématiquement posés. Moi, je monte beaucoup à l'oreille, donc je fais énormément de sons, parce qu'il faut savoir qu'on n'a aucune prise directe en anime. Donc, on n'a pas les portes, on n'a rien. Donc, pour faire vivre une animatique, qui quand même peut être un objet un peu chiant à regarder s'il n'y a pas de son, on fait beaucoup de theme tracks, beaucoup de sons. On enregistre au début les voix nous-mêmes. Après, forcément, on récupère les voix des comédiens qu'on met à l'intérieur avant de commencer l'anime. Donc, on essaie de faire un objet avec lequel les gens puissent quand même connecter un petit peu émotionnellement. Et du coup, moi, je trouve que ça passe par le son, parce qu'au final, t'as la construction narrative et je dis l'empathie pour les personnages, mais au final, pour moi, ce qui te fait hérisser les poils ou ce qui t'atteint physiquement, finalement, au cinéma, je trouve que c'est le son. Et donc, faut pas le négliger. Du coup, en fait, pendant que eux maquettent l'image, en fait, quelque part, le storyboard, avec les allers-retours qu'on fait ensemble, moi, je fais une première maquette du son qui est non seulement le son de design, à proprement parler, les bruits de pas, le vent, que tu en vois là. Et après aussi, moi, je fais beaucoup de theme tracks. C'est-à-dire que je mets des musiques préexistantes. Je vais chercher dans toutes les BO que j'aime bien. Mais qui invoquent une émotion. Mais je vais essayer de trouver des trucs, des BO qui sont pas assez connus pour qu'elles soient reconnaissables à l'oreille tout de suite. Parce que si tu mets, je sais pas moi, n'importe quoi, si tu mets Indiana Jones dans un film, ça va sortir les gens tout de suite. Parce qu'ils vont dire, mais attends, qu'est-ce que fout la musique d'Indiana Jones sur Calamity, tu vois. Donc j'essaie de trouver des BD qui soient assez peu connus pour que les gens les identifient pas à la première écoute, mais qui en même temps matchent exactement l'univers du film que veut le réal ou la réal. Ça, c'est un temps long. C'est chronophage. C'est chronophage, mais en fait, la manière dont je travaille moi, j'arrive à vraiment construire le rythme d'un film que quand j'ai trouvé les bons sons, les bonnes musiques pour certains trucs, et que du coup, on arrive à, comme je te dis, on arrive à créer juste avec les dessins du storyboard, à créer des émotions et à pouvoir faire des projections aux gens à qui on veut, déjà les partenaires, et en plus les équipes pour les motiver, pour embarquer les gens et tout. Pour embarquer les gens dans le projet, essayer de faire un objet qui... Et cet objet-là, il a déjà le rythme et les émotions que tu veux y mettre. Oui, après, il n'y a pas les mêmes émotions, parce que suivant, on n'a pas toujours les acteurs qui sont encore enregistrés, donc l'émotion arrive quand même beaucoup, parce que je trouve qu'on sous-estime aussi beaucoup le travail des acteurs en anime, et qu'il faut de moins en moins d'ailleurs, parce que quand tu vois ce que fait Seb Lobdenbach ou d'autres, avec des enregistrements, ce que Jérémy avait fait d'ailleurs aussi pour J'ai perdu mon corps, où ils intègrent de plus en plus les acteurs dans le process, et ça c'est trop cool, parce qu'on a enfin, tu vois, et puis en plus, vu qu'on fait des trucs de plus en plus excitants, les gens viennent de plus en plus aussi, facilement. C'était pas tout à fait, il y a une attraction de l'animation. Avant, c'était en gros, les gens arrivaient en taxi-moto au studio, au bout d'une heure, ils commençaient à regarder leur montre, ils pensaient avoir fait tout le scénar. Maintenant, c'est vrai que les gens ont tendance à nous prendre plus au sérieux et à vouloir plus s'intégrer dans les projets, ce qui est hyper agréable, quoi. Et qui est lié aussi à la qualité en gros, de l'animation française en général, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'en termes de réalisation, en termes d'ambition visuelle, on se met toujours un petit peu un cran au-dessus. Et puis un peu une reconnaissance qui commence à arriver aussi progressivement, tu vois. Donc c'est cool parce qu'on arrive de plus en plus à avoir des meilleurs musiciens ou musiciennes, de meilleures actrices, de meilleurs acteurs qui adhèrent au projet. Et ça aide quand même, même si on a encore des choses à apprendre sur le fait de les intégrer vraiment à ce qu'on fait, quoi. J'ai perdu mon corps. Il a reçu évidemment de très belles récompenses. Bien sûr, il a aussi eu un avis très positif de la critique. À quel point ton implication était importante auprès de Jérémy Clapin sur cette œuvre-là? C'est toujours difficile à quantifier, hein, parce qu'on ne sait pas, encore une fois, tu t'intègres dans une équipe, quoi. Et Jérém, c'est un ami, si je comprends bien. Ouais, parce que c'est un copain avec le temps. On bosse ensemble en ce moment, tu vois, là, sur un nouveau truc. Mais Jérém, il avait des idées très précises. Après, quand je suis arrivé, je pense que j'ai fait du bien au film, parce que j'ai beaucoup ramené tout ce que tu disais sur rajouter des musiques, ramener du son, commencer à ancrer le film dans une réalité, etc. Après, quand je suis arrivé aussi, on a passé un temps fou à monter les voix. Vraiment, j'ai jamais autant monté de voix que J'ai perdu mon corps, mais si tu revois le film, tu verras à quel point le personnage de Naoufel respire, souffle, etc. Et on l'a monté beaucoup dans le silence, mais dans les respirations, donc on a fait vachement de créa autour de ça. Vraiment, à la fin, on avait en plus des enregistrements d'heures entières dans lesquels on scrollait. Tu rêvais de ça mais on a saigné les voix comme jamais, quoi. C'était vraiment incroyable, quoi. Pour aller chercher un souffle qu'on n'avait pas, des bouts de phrases, un truc. Non, mais ça prouve l'attention, le soin que vous avez mis, quoi. Ouais, le soin qu'on y a mis, et puis surtout, ça prouve aussi une forme de perfectionnisme de Jérémy, qui est vraiment, pour moi, c'est un des mecs qui m'a le plus bluffé sur un instinct de découpage, tu vois.
sur un truc où, d'un seul coup, à l'intérieur d'une séquence, tout devient elliptique, tu vois. Où il arrive à casser le temps réel à l'intérieur des scènes, tout en gardant la connexion au personnage. Il évite des déplacements. Des fois, en anime, les défauts qu'on a souvent, c'est que on va faire beaucoup marcher les gens. Tu as beaucoup de marches dans les rues, beaucoup de gens qui traversent des pièces et des machins, et des trucs. Jérém, il a toujours des astuces un peu à la Fincher pour casser le temps réel, etc. Il a vraiment un instinct de découpage et de cadre qui est vraiment bluffant, et un rapport à l'émotion qui est super aussi. Alors, dire mon impact, je peux te dire que je l'ai bien accompagné, que je suis fier de l'accompagnement que j'ai fait, quoi. Après, je comprends. quantifier le truc, est-ce que le film aurait été différent avec notre monteur? Je peux pas être sûr de ça, tu vois. Parce que Jérém était déjà à donf dans le truc. Juste peux te dire que j'avais ma place sur le projet et que ça s'est hyper bien passé. J'en suis hyper fier, évidemment, quoi. Pop, petit arrêt sur image juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Music, qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Toon Boom, qui édite les logiciels d'animation 2D, de storyboard et de gestion de la production. Big up également à notre partenaire Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est terminé. Retour à la conversation. Autre œuvre majeure, le Sommet des Dieux. Ouais. Alors là, on est vraiment dans une expérience immersive qui est à la fois stressante. Enfin, c'est tout plein d'émotions qui sont convoquées. Mais vraiment, hein. Enfin, où est-ce que tu allais chercher ton inspiration pour le montage sur une œuvre comme le Sommet des Dieux? Alors déjà, il faut remettre les trucs dans le contexte. Comme je te disais, c'est qu'on l'a monté à 4 mains, le film. Hein. Ouais, d'accord. Donc, Camille Elvis-Terry a fait un travail exceptionnel en amont. Moi, je suis arrivé en deuxième sur le film. Ok. Donc, Camille Elvis, ça fait, en gros, tout le gros œuvre et un peu plus avec Patrick. Vraiment, c'est lui qui a... Patrick Imbert, ouais. Patrick Imbert, pardon, excuse-moi. Non, mais Il a fait tout le gros œuvre et plus que ça avec Patrick. Donc, c'est lui qui était au contact le plus des storyboarders et de la V1 de l'animatique, etc. Et après, quand il a dû partir sur sa série, moi, j'ai repris le film au moment où on a commencé à monter les voix, à faire les ajustements de montage. Et du coup, on a quand même beaucoup remonté le film avec Pat ensuite. Mais il faut bien avouer que l'énorme partie de la partie créative a quand même été fait au moins à moitié par Camille. Et cette partie de remontage, parce que pour le coup, moi, j'ai des monteurs dans ma famille, donc je sais que c'est du temps, énormément de temps, et c'est beaucoup d'instinct aussi, j'ai l'impression quand même, parce que finalement, retranscrire une histoire ou un récit à travers les images, ça passe par de l'instinct aussi. Mais quand tu dis on a retravaillé, est-ce que le processus, c'est de regarder tout ce qui a été fait, donc regarder le film tel qu'il est monté, prendre des notes et se dire à ce moment-là, je vais faire ci, ça, ou alors tu te dis, là, ça fonctionne pas, je vais essayer quelque chose d'autre? Un peu des deux. T'as deux choses. T'as les trucs que tu intellectualises vraiment, en disant que tu conceptualises en amont, en disant ça marche pas parce que ci ou ça, et on peut le corriger de telle manière. C'est une règle, quoi. Ouais, voilà. Une règle une règle de cinématographie, quoi. Ouais, ou en gros, mais tu sais quand même aussi qu'il y a certains moments du film où tu peux pas trop t'apesantir parce que ça crée un vrai trou de rythme, etc. Il y a quand même des choses que tu sais reproduire d'un film à l'autre qui sont des règles et du coup, tu peux quand même au moins essayer de les mettre en place pour voir si déjà ça peut solutionner un ressenti, quoi. Et après, effectivement, au bout d'un moment, tu rentres dans le truc qui est purement du ressenti, quoi. C'est-à-dire, t'appuies sur play, tu dis non, il y a un truc qui marche pas, tu bouges ci à droite, soit à gauche, ça machin, tu rappuies sur play. Ça marche toujours pas. Pendant des heures, des jours. Quand c'est expérimental, Quand c'est Jérémy, c'est pendant des mois. Ah oui. Non, j'exagère, mais non, et voilà. Et puis, tu prends par exemple l'exemple de J'ai perdu mon corps. C'est un super exemple. C'est qu'il y a des trucs que Jérémy, il avait conceptualisé en avance, tu vois, comme la mise en scène de la main. Au début, les premières versions du board que j'avais vues, il avait tendance à filmer la main de très loin et on avait du mal à rentrer en contact avec elle. C'est toutes des choses avec lesquelles il devenait un peu anecdotique. Et dès qu'ils ont trouvé une grammaire avec, je pense qu'en partie, Jérémy me contredira si c'est pas le cas, mais avec Quentin Rebrecht, qui était un peu le directeur de board de J'ai perdu mon corps, ils ont commencé à faire des plans très proches avec des POV d'elle et du coup à lui créer une intériorité, parce que c'est quand même fou, hein. On parle d'un personnage qui a zéro facial et t'as l'impression de vivre des émotions à sa place. C'est incroyable. Le défi était quand même gigantesque, tu vois, et du coup il y a quand même des choses comme ça qui sont aussi conceptuelles en avance. On se dit mais attends, mais si on le fait comme ça, peut-être que ça va donner ça, et effectivement ils ont tapé dans le mille et quand on l'a mis en place comme ça, d'un seul coup t'étais avec la main immergée, etc., quoi. D'accord. Et après t'as des choses de l'autre côté du film sur Naoufel et sur Gabriel, où on a, comme la séquence, moi c'est une de mes séquences préférées de tout ce que j'ai fait de ma vie, c'est la séquence de l'interphone de J'ai perdu mon corps, où en gros t'as juste la voix de Gabriel et Naoufel est en réaction et tout ça, et ça on l'a remonté, mais vraiment au feeling, avec quasiment les mêmes plans, mais on a passé un temps fou, quoi. Jusqu'à atteindre le fil de l'émotion. Jusqu'à atteindre le moment où on s'est dit, tiens, c'est cool, et même quand on se dit c'est cool, on a quand même refait un peu, ouais, non, voilà. Jérém, c'est un réal qui aime bien épuiser toutes les possibilités pour être sûr qu'il a choisi la bonne. Donc ça fait un volume de travail qui est important, mais en même temps c'est hyper joyeux. Enfin moi je trouve ça hyper joyeux. C'était vraiment une expérience de ouf.
Aujourd'hui, l'animation, elle connaît un essor incroyable, notamment sur tout ce qui est film d'animation pour adultes, en tout cas avec une audience adulte. Quel va être l'impact sur le montage si on adresse une audience de plus en plus adulte? Parce que toi, tu as fait de la série Kids, jusqu'à du film grand public, mais qui quand même s'adresse aussi à des adultes. Est-ce qu'il y a une évolution du montage ou est-ce que finalement c'est toujours les mêmes ressorts qu'il faut réussir à activer? Il y a des ressorts, mais ils sont pas aussi évidents qu'on pourrait le penser. Okay. C'est que souvent, je trouve qu'à chaque film, c'est problématique et que souvent, en fait, se dire, ah bah j'ai monté 10 films, donc le 11e, ça va passer crème. À chaque fois, à chaque fois, c'est un nouveau challenge, à chaque fois, c'est un nouveau truc. Ça fait un peu pompeux, mais c'est une phrase de Spielberg que moi j'adore qui dit l'expérience, ça sert pas à mieux faire les choses, ça sert juste à se dire qu'on va y arriver. Du coup, c'est exactement ça. Parce que quand t'as qu'un film, si tu te dis, ça te donne juste de la confiance. C'est le 12e, je vais le faire les doigts dans le nez. En plus, c'est un petit film pour enfants, pas de souci. C'est là que tu prends un mur et que tu te dis, bon, en fait, on va se remettre au boulot. Et que non, voilà, faut toujours être hyper humble dans la démarche qu'on a parce que faire des films, c'est hyper compliqué. C'est pour ça que souvent, réussir un film, c'est un truc hallucinant. C'est hallucinant. C'est un truc, il y a tellement de facteurs, de paramètres en jeu pour que le spectateur connecte à tel moment, à tel autre, etc. Que franchement, c'est un challenge qui est déjà fou. Donc le minimum qu'on doit aux spectateurs, c'est d'être humble, nous, dans notre démarche d'artiste ou d'artisan, quoi. Moi, je pense que c'est beaucoup d'artisanat quand même. Ouais. Et de à chaque fois prendre le truc au sérieux, quel que soit le film dans lequel tu t'engages. Après, c'est sûr que quand tu t'engages sur un gros film 3D pour enfants ou si tu fais J'ai perdu mon corps, tu sais très bien qu'en termes de rythme, tu vas pas être dans les mêmes bien trucs. Sûr, ouais. T'as un truc où souvent on a tu vois, les gros films 3D que j'ai fait, souvent tu verras le rythme, tu as souvent les dialogues qui s'overlappent quasiment d'une séquence à l'autre, tu vois, t'as très peu de pauses entre les dialogues, le rythme est quand même très soutenu. Quand tu fais des pauses, c'est vraiment dans des trucs très précis à certains moments, alors que c'est vrai que dans le film pour adultes, on essaie de reproduire un rythme qui est plutôt celui du live, un peu réaliste, et du coup on prend beaucoup plus de temps, quoi. On prend plus de temps pour un personnage qui... Pour les scènes, elles sont plus posées. Des trucs bêtes, mais qu'on est souvent... le travail du monteur, c'est aussi, comme je te disais, de créer l'empathie pour les personnages. Donc en live, c'est beaucoup plus facile, mais tu vois, les ricains, ils font ça hyper bien. Le nombre de fois dans une série ou dans un film, tu vois un mec qui regarde comme ça dans le vide, et tu te dis, ah mais oui, bien sûr, il est en train de penser à sa meuf de la séquence 24, c'est évident, tu vois. Ça, c'est des trucs de monteur, mais de génie, tu vois. Ouais. Et nous, on essaie un peu de faire ça en live, en prenant plus de temps avec les persos, sur des petites attitudes, des petits trucs. C'est un truc que Jérém a hyper bien fait dans J'ai perdu mon corps, tous les petits trucs où Néophel se frotte les mains, toutes ces petites choses où tu rentres en connexion avec lui, c'est des choses qu'on se permettrait sûrement pas sur un... C'est des subtilités en fait, tout est dans la subtilité. C'est des choses qu'on se permettrait moins sur un ballerina ou sur un plus gros film 3D, quoi. Ouais, puis c'est logique en soi, quoi. Ouais, et puis de toute façon, il y a aussi un truc de cible, tu vois. Tu sais, quand tu t'adresses vraiment, quand ta cible est 100% familiale, 100% enfant, il faut quand même raconter différemment. Sauf quelques trucs, hein, parce qu'on peut parler de rythme chez Rémi Chailly après si tu veux, mais souvent, tu as tendance à accélérer un peu le rythme par rapport à ce que tu ferais en prise de vue, enfin en anime adulte, quoi. Tu pensais à Calamity quand tu dis par rapport parce que Calamity, on en a avec Rémi, je pense que c'est des films qui sont à destination d'un public familial, ce qu'il assume complètement. Tout à fait, c'est pas du tout. Et puis je trouve ça super. C'est même pas à destination familiale, je pense que c'est des films qui s'adressent à tout le monde. Oui. Là, je te dirais que certains films 3D, c'est à destination familiale. Les films de Rémi, il fait des films de bas pour tout le monde. Je trouve que il fait les films qu'il a envie de faire. Il se trouve que ça s'adresse à un public hyper large, mais il y a pas énormément de calcul derrière, quoi. En train de se dire, machin, non, il y a des sujets qu'il touche, comme Calamity, comme le film qu'il est en train de faire en ce moment, qui est aussi un film hyper touchant et hyper large dans le public qu'il peut accueillir, mais je pense qu'il n'y a pas de calcul derrière, tu vois. Donc, du coup, par contre, là, avec Rémi, on a mi-chemin entre une approche réaliste du rythme et aussi des trucs un peu plus, aussi des choses un peu plus qui vont un peu plus dans la comédie, etc. Mais on est quand même vachement avec Rémi, on est quand même vachement dans l'émotion et dans des temps un peu plus longs qu'on serait dans un cinéma pour enfants plus habituel, quoi. Quelles sont tes inspirations, toi, de films? Alors, on peut aller dans le live action, hein, mais qu'est-ce qui sont pour toi des références du montage, dans ton héritage cinématographique? Ça peut partir dans tous les sens, parce que je peux trop tracer... Qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit? Le truc qui me vient tout de suite à l'esprit, il y a des choses, même si j'aime pas forcément tous les films, il y a des choses chez Fincher qui me fascinent. Mais qui me fascine, comme je te disais, sur la rupture de temps réel à l'intérieur des scènes, sur comment il arrive à focaliser l'attention sur des moments où du coup il rétablit le temps réel, où il y a des scènes par exemple dans un film qui est pas ouf, mais dans la version de Millennium qu'il a faite, où Daniel Craig il rentre dans un bar pour acheter un paquet de clopes,
En plus, il fait beaucoup des gros plans sonores. Donc, t'as la porte qui fait gling gling, le cache register qui fait schlack, le paquet clope qui est posé sur le truc. Le plan d'après, il est en train de l'ouvrir dehors, il le jette dans la poubelle. Voilà, c'est tout. Ça y est, c'est fait. Il est en train de fumer sa clope dehors. Il est rentré, ressorti. Il est en 22 secondes. Donc, moi, après, les films qui me touchent, c'est pas tellement sur les prouesses de montage alterné ou autre. C'est vraiment sur les monteurs et les réalisateurs ou les réalisatrices qui arrivent à créer de l'émotion avec les personnages. Mais je pense que tu as totalement raison là-dessus. C'est hyper difficile de créer de l'émotion dans un film, parce que tu peux avoir un projet de film ambitieux ou pas selon le budget, qu'importe, mais réussir à faire que les gens soient pris d'émotion, vivent avec le protagoniste ce qu'ils sont en train de se vivre, c'est hyper difficile en réalité. C'est là où tout se fait. Quand on dit putain c'était un super film, ça vient souvent de ça. Et puis moi j'ai du mal à dissocier de me dire tiens ce film-là il était bien monté mais c'était pas terrible. Tu vois, alors du coup, quand tu vois, les films que je vais te prendre en référence en montage, c'est mes films préférés. Tout à fait. Je sais pas, moi, par exemple, la leçon de piano de Jane Campion, où je trouve qu'il y a une pléiade de personnages et d'émotions partout. C'est plutôt de ce genre de film que je vais parler tout de suite, tu vois, évidemment, quoi. Ouais, c'est normal. Sur des trucs où vraiment c'est. Parce que je pense que tout le reste, tout ce qui est plus dans l'esbrouf de montage, entre guillemets, hein, c'est des choses le côté plus clippé, le côté plus chauffe de tout ce qu'on peut faire nous en tant que monteur, monter des trucs sur une musique, c'est pas d'une complexité folle finalement, hein. Il y a des beats, tu cales un peu dessus ou alors t'as contretemps et machin. Je trouve ça moins compliqué que de te dire je vais prendre un perso sur 1h30 et avec le réalisateur ou la réalisatrice, on va essayer de faire en sorte que tout le monde rende empathie avec ce perso et comment on va y arriver. Et là, du coup, c'est là que tu rentres dans les thématiques qui sont importantes parce que tu as non seulement, je te dis, un petit regard en coin, un petit geste, un petit truc, mais tu as aussi des ruptures de rythme qui permettent. Parce que souvent, les gens imaginent le rythme d'un film où on fait un choix, soit c'est rapide, soit c'est lent. Non, alors qu'il y a des phases. Alors que c'est tout un jeu de rupture, un jeu de rupture qui est complètement différent d'un film à l'autre. Et tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas. Non, mais c'est bien des références. Mes référents, parce que j'en ai beaucoup parlé avec. J'ai eu la chance, après j'ai perdu mon corps, de rencontrer beaucoup de monteurs de beaucoup de nationalités différentes, grâce au succès du film. Et souvent, les discussions, elles tournaient vachement autour de putain, mais comment t'as fait pour faire que lui, il ait l'air aussi sympa, là, machin, truc. Toi, il parlait de construction de personnages plus que de rapport à l'enchaînement au découpage ou au cadre, tu vois. Et c'est ça qui m'a plus qu'au visuel en fait, c'est souvent l'arc narratif. Mais après parce que ça c'est l'évidence en fait. Il faut que ça soit fluide, il faut que les cadres s'enchaînent bien. Mais comment tu réussis à faire comment à l'intérieur de ces cadres tu prends la bonne performance de l'acteur en live ou alors tu arrives avec les mecs du storyboard, les filles du storyboard à construire le bon posing, le bon truc pour véhiculer la bonne émotion aussi à l'intérieur. Moi je trouve ça c'est beaucoup plus complexe et pour moi c'est du montage. Je peux pas m'empêcher de parler de l'arrivée de l'IA dans le monde de l'audiovisuel. Ça crée un peu tout un questionnement. Selon toi, est-ce que c'est des opportunités à saisir en tant que monteur ou est-ce que c'est... En tant que monteur, je sais pas, franchement. Pour l'instant, court terme en montage, pour l'instant, on n'a rien vu arriver de spectaculaire. Je pense que très rapidement, malheureusement, ça va prendre le pas sur les tâches techniques, tu vois. Il y a un truc qui est très important dans notre métier, je trouve. Il y a un truc qui est encore corporatiste, c'est-à-dire qu'on forme des assistants ou des assistantes qui nous aident au quotidien. Moi, je suis passé par là, hein, donc je peux te le dire. Hein. Moi, je suis un mec qui est passé par l'assistant à montage. Et qui se construisent sur plein de films. Du coup, tu rencontres les gens, tu vois les monteurs au boulot, tu effectues les tâches techniques qui te créent un background un peu cool. Donc là, moi, j'ai eu une assistante pendant des années qui s'appelait Manon Dubois, qui est maintenant devenue monteuse, qui monte le dernier film de Guillaume Yvernel en ce moment, qui est en train de monter aussi un film chez Folivari. Là, on a, du coup, à deux, on essaie de former une nouvelle personne, Mathéo Fargé, qui est un mec super aussi, et du coup, ce truc-là, de passation et etc. Compagnonnage, quoi. Ouais. Moi, je trouve ça important parce qu'on l'a fait pour moi. Ouais. Donc, je me dis que, voilà, et puis de toute façon, il faut du sang frais aussi, parce que moi, je pense que j'ai 45 ans, je pense que je vois déjà la limite où je vois arriver le truc, où il y a des choses que je comprends plus, tu vois. Ouais. Tu vois, chez TikTok, tout ça, je commence à être... Non, mais tu vois, je commence à être paumé. Je commence à être paumé, donc du coup, je me dis, voilà, il y a le cinéma et ce qu'on fait, c'est aussi un renouvellement de génération, tu vois, s'il est rapide, c'est bien aussi, ça insuffle, nous, dans notre pratique, d'avoir les jeunes... Mais je trouve que c'est une très bonne attitude, d'essayer de se dire... Mais du coup, ça insuffle une super énergie, ça te permet de rester connecté aussi à ce qui se fait et au cinéma que, tu vois, d'une autre génération, donc c'est trop cool. Et du coup, le problème que moi j'ai avec l'IA, c'est que je pense que ce qui va partir en premier, c'est tous ces jobs d'assistanat, tu vois. D'accord. Et ça, c'est relou, parce que du coup, comment on fait pour former les monteurs du futur, tu vois? Parce que tu peux pas passer directement de la case 0 à la case 10. De la case école à la case... Tu vois, il y a un process à l'intérieur. Alors peut-être qu'il y aura un mec ou deux qui géreront les IA pour 10 films
Et ces mecs-là deviendront monteurs, peut-être, tu vois, peut-être que les mecs feront 20 confos en même temps sur un film dans des labos qui seront réduits à la taille de cette pièce et où tout le monde viendra en projo les uns derrière les autres pour mater les bouts. À vrai dire, on peut pas le savoir, on sait pas encore. Ou même les talos. Non, mais après, si tu veux, l'IA, de toute façon, elle est là, tu vois. Ouais. Elle est là, elle va pas disparaître. Il faut vraiment porter des œillères pour se dire qu'on va faire 100 et que machin. Tout à fait. Et après, voilà, sur les trucs techniques, on a toujours trouvé des moyens pour rebondir quand certains jobs ont disparu, pour en créer d'autres, plus de pointes. Moi, j'espère voir le côté positif de tout ça. C'est-à-dire, si tu prends le côté positif de tout ça, tu te dis, il y a des mecs et des meufs qui vont pouvoir faire des films sans contraintes créatives du tout, pour des budgets ridicules, assez rapidement. Voilà. Ouais. Tu peux aussi te dire que tous les mecs du FX vont mettre la clé sous la porte, mais ça, c'est notre débat. Ouais. Et du coup, je pense qu'il pourrait y avoir aussi une phase créative énorme. Mais après ça, je pense que de plus en plus, les métiers que l'IA serait capable de faire vont augmenter et que moi, je ne sais pas où vont partir les créatifs humains, quoi. Quand des idées, ouais. Dans tout ça, donc c'est une vraie interrogation. Mais je pense qu'il y a un truc très fort, c'est que l'IA, pour l'instant, en tout cas, ne fait que imiter des choses existantes. Tu vois. Et donc, je pense que pour l'instant, l'IA n'est pas capable de remplacer 3 personnes. Comme je te disais, l'équipe de storyboard d'un film, par exemple, le réalisateur, au moment de l'animatique, pour l'instant, l'IA, elle peut pas le faire. Parce qu'il y a des intuitions, des trucs qui viennent de la culture, etc. Ou il y a les allers-retours, il y a plein de trucs. Et puis, il y a une forme de chaos qui s'installe, tu vois, dans lequel tu essaies, tu vois, au début, tu es là, tu te dis, ça marche, puis ça marche plus. Et puis, pendant 2 semaines, tu es dans un truc où tu te dis, putain, mais comment on va s'en sortir? C'est quoi ce bordel? Hop, il y a un déclic. Ouais, hop, il y a un déclic, ça switch. Donc, je pense qu'on aura toujours ça. Et je le vois mal, l'IA remplacer ça, en tout cas à court terme. Mais c'est vrai qu'après, ça va avoir un impact de fou. De toute façon, on va être obligé de le faire rentrer en production. Parce que en tout cas pour le cinéma indépendant d'animation en France, on nous demande d'opérer sur des budgets de moins en moins conséquents. Tu vois. Ouais. Donc on va être obligé de trouver des solutions pour sortir des films de la même qualité, moins cher. Et c'est là où moi je panique un peu, parce que quand je vois l'étendue du talent qu'on a en France et tout, et de voir ces gens-là qui potentiellement un jour remplacés par des intelligences artificielles, ouais, c'est moche. On laisse la question en suspens, parce qu'en fait, faut ni être défaitiste, ni se dire c'est... Mais moi, je pense, je suis pas paniqué, tu vois. Ouais. Je suis pas paniqué à court terme. Je pense que de toute façon, on va devoir faire avec. Voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune monteur ou une jeune monteuse qui se lancerait dans l'animation aujourd'hui, qui voudrait se lancer dans l'animation? De travailler le plus possible. Ouais. Commencer à rejoindre des équipes de court-métrage, faire un maximum, quoi. Je pense que de toute façon, faut pas sous-estimer, parce que des fois, on a une vision de nos métiers un peu, comment dire, où il y a ceux qui ont du talent, ceux qui n'en ont pas. Pour moi, il y a surtout ceux qui bossent et ceux qui bossent pas. Tu vois. que n'importe quelle expérience est bonne à prendre. Ouais. Même dans le négatif, au moins, si tu n'apprends pas créativement ou ton artisanat ne progresse pas, au moins tu apprends dans les rapports humains. Ouais. Parce que dans les rapports créatifs, c'est quand même des rapports qui sont un peu chelous des fois. Tu vois. Ouais. On va apprendre à gérer les égos des gens, à se dire lui il est plus relou que l'autre, ou au contraire il est plus gentil, elle est plus gentille, elle est chiante. Tu vois, il y a quand même des trucs que tu apprends à gérer en tant que monteur, parce que souvent aussi, tout est centralisé au montage. C'est là que le réceptacle de plein de choses. En fait. C'est quand même là que la prod vient voir le film, machin. Donc, tu as une dimension purement créative et artisanale, et tu as aussi une dimension un tout petit peu politique qu'il faut savoir appréhender, et autant le savoir très jeune. Ça, c'est un bon conseil. Sur des courts-métrages. Voilà, parce que nous, notre partie, c'est aussi de réconforter les réalisateurs et les réalisatrices dans leur choix quand ils sont les bons, les amener progressivement suivant leur ego. Des gens pour qui c'est cash direct, il n'y a pas de souci, et d'autres pour qui il faut prendre un peu les manières pour les amener à une réflexion un peu plus profonde sur certains sujets. Donc voilà, et tout ça fait partie du boulot aussi, quoi. C'est une grammaire à comprendre et à apprendre. Ouais, exactement. Est-ce que tu as des projets en équipe ou que tu peux mentionner là? Ouais, bien sûr, non, mais j'ai plusieurs trucs qui t'excitent. Ouais, qui m'excitent à fond. Déjà, j'ai le nouveau film de Rémi Chaillet que je suis en train de finir de monter là. Trop bien. Donc, je peux pas trop en parler parce que lui n'en a pas parlé. Mais tu leur as fait 3 avec Rémi, du coup, non? C'est le 3e qu'on fait. Ouais. Donc, c'est une histoire hyper touchante qui, à mon avis, va sûrement être son meilleur film. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois à mort, ça va être génial. C'est musical et tout, c'est super. Et là, j'ai la chance aussi. Après, j'ai perdu mon corps. On s'entend très bien avec Marc Dupont-Avis, et avec Lucy Bolles aussi, maintenant, qui produit avec lui chez Xilam. Ouais. Et on cherchait un projet à faire ensemble. Et moi, il se trouve que je me suis hyper bien entendu aussi sur Le Petit Nicolas avec le Furcy Tessier, qui était le DA du Petit Nicolas et qui faisait déjà aussi partie de l'équipe de J'ai perdu mon corps. Et on avait hyper envie de faire un film tous les deux. Et il se trouve qu'on a trouvé un projet à faire avec Marc et Lucie qui est une adaptation du Loup, une BD de Jean-Marc Rochette. Pour la faire simple, parce que je ne peux pas trop en parler pour l'instant, mais c'est l'histoire d'un berger qui pète les plombs et qui part chasser un loup dans le massif des Écrins.
D'accord. Donc on est déjà au boulot là, sur le script, sur le développement Ce du sera film. dans une technique 2D, 3D. Ouais, 2D, 3D mélangés. D'accord. Donc il y a beaucoup de dessins, parce qu'on a besoin, ça se passe à la montagne, donc on a besoin de beaucoup de neige, de vent, etc. De paysages. Et après, on veut quand même avoir, parce que vu que on est dans des anatomies assez réalistes, on n'aura forcément pas le budget du sommet pour faire de l'anime 2D, donc on essaie de trouver des tricks avec de la 3D pour que... Bon, c'est malin, de toute façon, l'animation, c'est ce qui est fabuleux, je trouve, dans cette industrie, c'est que on trouve toujours des moyens. En fait, il y a toujours une solution. Ouais, et puis là, nous on n'est pas allé chercher loin, parce que c'est un peu ce que Jérém a fait sur J'ai perdu encore. Donc... Oui, donc, on essaie d'adapter à notre sauce, à Furcy et moi, ce qu'a fait Jérém sur J'ai perdu encore. Et qu'est-ce qui, dans ces projets, t'enthousiasme le plus? Le côté réal ou le côté montage, ou les deux vont te... c'est devenu un tout, si tu veux. Parce que maintenant, je participe beaucoup à l'écriture des films aussi. Aussi? Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc du coup, là, c'est un tout. Le petit Nicolas, j'avais déjà pas mal participé à l'écriture du script, et puis j'étais arrivé... Les petits Nicolas, c'est différent, parce que c'est un film sur lequel je suis arrivé une fois qu'il était financé. D'accord. Donc je suis vraiment arrivé en soutien d'Amandine, et après on a beaucoup réécrit le film avec Amandine. On essaie c'était hyper important pour nous d'essayer de faire le truc le plus sincère possible avec Sampé et Goscinny. Donc on s'est vraiment battu pour que le film ressemble à ce qu'il a été. Sampé et Goscinny qui sont doublés par Alain Chabat et Laurent Lafitte. Ouais, Laurent Lafitte. Et du coup, c'était une super expérience. Et là, du coup, Le Loup, on coécrit à 3. Et on a commencé avec certaines séquences de storyboard, donc j'ai toujours autant de plaisir à les monter. J'ai pas. Mais pour moi, c'est un tout maintenant. C'est vraiment piloter le projet en tant que réal, en participant à l'écriture, en faisant le montage. Et puis on verra au terme, parce que Le Loup, c'est un film assez complexe narrativement. On verra si à terme, j'ai pas besoin d'une quatrième main enfin de deux autres mains pour venir me filer un coup de main. Okay. On verra, parce que c'est sûr que quand tu fais sur un animatique, des fois, tu peux perdre un peu de. Ouais, c'est bien d'avoir un œil nouveau, un œil neuf sur l'œuvre. Donc on verra, mais j'adore tout le temps autant monter. Je me vois pas mal, en tout cas sur un film d'animation, je me vois mal ne pas monter mon film, quoi. En tout cas la première version, c'est sûr, parce que c'est trop. Trop bien, mais c'est super excitant. Et du coup, ça rejoint la question du début, quoi. Est-ce que c'est le réalisateur ou le monteur qui fait le film? Là, du coup, tu te retrouves dans les deux. Non, mais c'est le réalisateur. Non, mais c'est le réalisateur ou la réalisatrice qui fait le film. C'est indéniable. Tu peux pas. Parce que, en fait, les gens souvent peuvent avoir cette vision au début parce qu'ils voient que leur métier. Donc se dire, ah bah oui, mais moi ce que je fais, je le fais mieux que la réalisatrice ou le réalisateur. Bah oui, il est chef d'orchestre, t'es premier violon, donc t'es gentil. Lui, il gère tout un orchestre, et toi, tu es là à dire, ah, mais je joue mieux du violon que lui. Mais il t'a pris parce que tu joues mieux. C'est ton métier de jouer du violon que lui, tu vois, donc arrête. Non, c'est un truc de perspective que moi, en plus, je te le dis d'expérience, parce que quand je suis passé à la réal, je me dis, ouais, ça va, au montage, j'étais en contact avec le board. Puis, tu vois, en montage, en plus, on récupère tous les plans des départements, tu vois. Donc, à Hollywood, et puis, tu dis, je connais tout le monde, ça va, crème, tu vois. Puis, en fait, quand tous les départements sont ouverts, t'es là, en fait, ouais, c'est du taf. c'est un peu plus complexe que ce que j'avais imaginé dans mon petit poste de monteur. Donc, non, faut garder quand même pas mal d'humilité par rapport à tout ça, parce que sinon, tu te fais vite déborder par des. Non, donc, du coup, non, le monteur n'est pas plus important que le. En tout cas, je constate que t'es très souvent en train de te remettre en question, et c'est ce qui t'a amené dans ta carrière à faire de super projets, en fait. Et ça, je trouve, une très belle qualité. Il faut s'inspirer. C'est gentil, mais c'est naturel. Et franchement, c'est la qualité de beaucoup de gens avec qui je travaille, pour être complètement honnête. C'est ça que tu reconnais les gens, tu vois, les remises en question, le travail aussi, c'est quand même des gens qui bossent beaucoup en général, de manière concentrée et intense. Donc moi j'ai pris exemple en fait sur les gens tu vois, avec qui j'ai commencé à bosser. Donc c'est les Rémi Chaillet, les Clapin, Guillaume Vernel aussi, beaucoup d'influence sur moi, un super réal, Benjamin Renner aussi, Patrick, enfin tu vois tous, ils ont tous cette qualité-là, tu vois. Donc je suis dans le mimétisme, j'ai rien inventé. Non mais c'est bien, mais ça fait partie justement. Tu commences à rentrer dans les grands. Benjamin Massoudre. Un jour on te dira ça, tu verras. Oui, c'est ça. Ça va arriver doucement. Et puis j'ai aussi un truc où j'aime me raconter des histoires. De plus en plus, je sens que, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à le faire, et que au fur et à mesure, avec l'expérience aidant, je commence à le faire de mieux en mieux. Mais moi, j'ai toujours en animation, tu vois, c'est pour ça que je travaille aussi vraiment de manière aussi soudée avec mon pote Furcy Tessier. Et je pense qu'on va faire j'espère qu'on va faire beaucoup de films ensemble dans le futur. C'est parce que moi, je dessine pas. Donc, je me vois mal partir tout seul sur un film. J'ai besoin d'un compagnon ou d'une compagne qui m'accompagne sur les films d'animation en coréal. Ce qui me va très bien parce que du coup, avec Furcy, on a un super binôme, quoi. Ouais, j'imagine. Et du coup, c'est hyper agréable d'être à deux et de partager la charge mentale. Ouais, un peu. Et puis de pouvoir faire un ping-pong.
Moi, là, j'ai vraiment trouvé, on s'est vraiment, pendant le petit Nicolas, on est rentré dans une relation un peu fusionnelle. J'ai vraiment trouvé, souvent, on allie 2 réalisateurs ou 2 réalisatrices pour des films. Sur 6 mois, c'est un vrai désir d'avancer ensemble, de collaborer. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre artistique Ouais, professionnel. voilà, la bromance, je sais pas comment t'appelles ça. La bromance. C'est ça, ouais. On vous souhaite le meilleur. Benjamin, merci infiniment d'être venu sur The Anima Show. Mais merci de m'avoir accueilli, c'était cool, c'est passé hyper vite.